Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à cette deuxième soirée de la Semaine du cerveau. Donc, la Semaine du cerveau est un événement qui est organisé à Genève par le Neurocenter de l'Université de Genève. Et donc, ce soir, nous allons parler d'état de conscience modifié. Alors, l'état de conscience modifié est un état mental différent de l'état de conscience ordinaire. Dans cet état, nous allons percevoir et ressentir le monde différemment, sortir des routines de la perception de la conscience ordinaire de veille, modifier notre attention et parfois même nous débarrasser de notre rationalité habituelle. Et donc, pour traiter de ce sujet, nous avons choisi deux exemples. L'une, ce sera les expériences extatiques dans les épilepsies et l'autre, l'hypnose. Et donc, nous allons commencer par la première présentation qui va parler de l'épilepsie. Tout le monde a entendu parler de l'épilepsie, mais ce que l'on sait beaucoup moins, c'est que parfois, l'épilepsie peut constituer un état de conscience modifié. Certains patients, semblerait-il, peuvent ressentir au début de leur crise une expérience très forte avec une perception augmentée de la conscience de soi et une impression d'union avec le monde extérieur comme une sorte d'état mystique. Et donc c'est Fabienne Picard qui va nous parler de ce sujet passionnant. Fabienne Picard est neurologue clinicienne dans l'unité d'exploration de l'épilepsie et d'EEG au service de neurologie des hôpitaux universitaires de Genève. Elle est aussi professeure associée à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle a suivi sa formation de médecin spécialiste en neurologie à l'Université Louis Pasteur à Strasbourg, où elle a également obtenu un diplôme d'études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire. Ses intérêts principaux sont la génétique des épilepsies focales, familiales, les récepteurs nicotiniques cérébraux et l'épilepsie focale dite extatique, dont elle va nous parler ce soir, qui permet d'étudier la région cérébrale de l'insula et son rôle dans la conscience de soi. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être là pour parler de mes travaux de recherche sur l'épilepsie et les états extatiques. Et merci d'être venus, merci pour votre curiosité pour les neurosciences. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques généralités sur l'épilepsie, puis je vais décrire la forme particulière d'épilepsie qualifiée d'épilepsie extatique. Ensuite, je vous parlerai de la localisation de cette forme d'épilepsie, qui est dans la structure cérébrale qui s'appelle l'insula, qui signifie une île en latin. Et enfin, je vous parlerai du mécanisme qui pourrait être à l'origine de ce phénomène extatique. Tout d'abord, quelques généralités sur l'épilepsie. C'est une maladie qui est l'une des maladies neurologiques les plus fréquentes, puisqu'elle touche près d'une personne sur 100 dans le monde. Et elle peut débuter à tout âge. Il y a deux pics de début, un pic avant l'âge de 20 ans et un pic après l'âge de 65 ans. Alors, qu'est-ce qu'une crise d'épilepsie ? Une crise d'épilepsie désigne la survenue brutale de signes ou symptômes qui sont d'une durée de quelques secondes à quelques minutes et qui sont dus à une activité neuronale anormale, excessive ou hypersynchrone dans une région plus ou moins étendue du cerveau. L'activité du cerveau est électrique, donc quand on a une activité anormale dans les crises, on parle de décharge électrique. Alors souvent, on associe l'épilepsie à des convulsions, mais il est important de dire dès maintenant qu'il y a beaucoup d'autres manifestations de l'épilepsie que les convulsions. Quelles sont les causes de l'épilepsie ? On les divise principalement en deux catégories, une origine génétique ou une lésion cérébrale. L'origine génétique est liée à une personne qui reçoit des gènes de ses deux parents et dont la combinaison des gènes qui proviennent des deux parents va donner une prédisposition à faire des crises épileptiques. En général, ces épilepsies d'origine génétique débutent avant l'âge de 25 ans. Les origines lésionnelles sont des lésions dans le cortex cérébral, donc la partie
généralement la plus superficielle du cerveau. Et ce peut être des lésions qui sont présentes dès la naissance, on parle de lésions congénitales, ou des lésions qui sont apparues au cours de la vie, on parle de lésions acquises, comme par exemple un accident vasculaire cérébral, un AVC, ou une tumeur cérébrale. Et dans ce cas, il peut y avoir un délai entre l'apparition de la lésion et l'apparition de l'épilepsie, qui peut être de plusieurs années. Enfin, parfois, il y a des épilepsies pour lesquelles on ne trouve pas de cause particulière. Les crises se séparent en crises généralisées, lorsque la décharge épileptique touche d'emblée l'ensemble des deux hémisphères du cerveau. Par exemple, la crise tonico-clonique généralisée ou crise convulsive qu'on connaît tous, qui est la plus classique, fait partie de ces crises généralisées. Et le deuxième type de crise s'appelle les crises focales, quand la décharge commence au niveau d'une région d'un seul hémisphère cérébral. Et dans ce cas, les symptômes de la crise vont dépendre de la région où se situe la décharge. Donc les symptômes vont varier en fonction de la région qui est concernée. Et on pourra avoir des symptômes très différents en fonction de chaque patient. Pour vous donner quelques exemples, si la décharge épileptique touche cette région qui contrôle la motricité, le mouvement, on pourra observer des clonies, des secousses d'un membre ou d'un hémicorps, de toute la moitié du corps. Et dans ce cas, on peut dire que c'est une sorte d'emballement de la commande d'une fonction normale du cerveau. Dans d'autres régions, en avant, dans le lobe frontal, on pourra avoir par exemple des activités automatiques de type pédalage et balancement du tronc pendant quelques secondes à quelques minutes, ou encore plus en avant, une pensée forcée qui va se répéter dans la tête pendant quelques secondes, jusqu'à 1 minute ou 2 minutes. On pourra aussi avoir dans le lobe temporal une sensation intense de déjà-vu, ou encore une sensation de peur qui monte depuis l'estomac sans aucune raison et qui est très intense, ou encore des hallucinations auditives, et ainsi de suite. Donc, je voulais aussi vous dire que l'aura, ce qu'on appelle l'aura épileptique, c'est la première partie de la crise qui est ressentie seulement par le patient et qui n'est pas visible par l'entourage. Il peut aussi y avoir des crises focales avec une altération de la conscience. Et lors de ces ruptures de contact pendant la crise, le patient pourra présenter des automatismes, par exemple oro-alimentaires, des mâchonnements, ou des automatismes gestuels avec des mouvements répétés. En fait, l'épilepsie peut reproduire tout ce que le cerveau est capable de faire normalement, mais pourra aussi produire des expériences psychiques dont il n'y a pas d'équivalent dans la vie quotidienne. Donc vous pouvez imaginer qu'il existe une variété infinie de symptômes possibles lors des crises. Et dans ce sens, l'épilepsie est un outil qui peut être très intéressant pour comprendre certains aspects de processus mentaux complexes. Il est important de savoir qu'une crise épileptique est un phénomène dynamique. Au départ, on pourra avoir une décharge qui est uniquement dans une partie d'un hémisphère, avec des symptômes à type de secousse ou des symptômes qui ne sont pas visibles par l'entourage. Puis, cette décharge va se propager dans une région un petit peu plus étendue et pourra donner naissance à une rupture de contact, une altération de la conscience. Et si la décharge s'étend dans l'ensemble des deux hémisphères, ça donnera naissance à une crise tonico-clonique généralisée, donc une grosse crise convulsive avec une raideur et ensuite des secousses.
Alors, je vais vous décrire maintenant l'épilepsie qu'on appelle extatique, qui est une forme particulière d'épilepsie focale. Les premières descriptions datent de Dostoïevski, donc l'écrivain russe. Il a utilisé les descriptions de ses propres crises pour certains personnages de ses romans, en particulier le personnage du prince Mychkine dans le roman L'Idiot, qui décrivait pour l'aura extatique une extraordinaire présence au monde. Il décrivait une tranquillité supérieure, une joie complète, une souveraine sérénité, un espoir plein de raison, une sensation au degré ultime de l'harmonie, de la beauté, un sentiment de plénitude invraisemblable, insoupçonné, un sentiment d'apaisement, celui de se fondre dans la synthèse supérieure de la vie. Un autre extrait de ce livre, il lui semblait soudain que son cerveau s'embrasait et que ses forces vitales prenaient un prodigieux élan, son esprit et son cœur s'illuminaient d'une clarté intense. Il parlait d'éclairs de lucidité ou l'hyperesthésie de la sensibilité et de la conscience, etc. Et dans sa correspondance à une amie, il décrit encore un sentiment de bonheur dont je ne sais pas s'il dure une seconde, une heure, ou des heures ou des mois, mais que je n'échangerai pas pour tous les délices du monde. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Voici le cas d'une patiente de 64 ans que j'avais suivie et qui, elle, décrivait des crises avec un bien-être de consonance à la fois physique et mentale, mais de consonance presque spirituelle. Une joie immense, au-delà des sensations physiques. Elle parlait d'harmonie extraordinaire du corps et de soi-même avec la vie, avec le monde, avec le tout. Et elle expliquait bien qu'elle perdait la notion du temps. Elle avait l'impression que le temps était infini. Et ces expériences ont changé sa vie, puisqu'elle dit que ces expériences confirment pour elle qu'il existe quelque chose qui nous dépasse. Alors nous avons retrouvé environ 50 cas dans la littérature, souvent sous la forme de rapports de cas uniques, mais la fréquence de cette forme d'épilepsie est très certainement sous-estimée, parce que les gens qui présentent cette forme d'épilepsie sont réticents à parler de leurs symptômes. Ils ne trouvent pas les mots pour exprimer ce qu'ils ont ressenti et ils ont peur d'être pris pour des fous. À partir des descriptions très détaillées d'une douzaine de cas que j'ai pu collecter, j'ai pu trouver des caractéristiques communes, identifier des caractéristiques communes à tous les patients, qui sont un bien-être physique, une conscience de soi augmentée avec une sensation d'union avec le monde extérieur, parfois aussi une perception très vivide de l'environnement avec plein de détails, une impression de clarté mentale, et les patients parlent de sentiments de certitude, de révélation, d'évidence ou d'hyperconscience. Ils décrivent une dilatation du temps, et puis ils ont une émotion positive qui est intense, mais qui, je pense, est secondaire à tout ce qui précède. Donc secondaire à l'impression de clarté mentale, mais ce n'est pas le primum movens. Le primum movens, c'est cette clarté mentale et cette conscience de soi augmentée qui donne une sérénité et un bonheur. Plusieurs descriptions d'expériences mystiques ou religieuses ont été considérées comme pouvant être de nature épileptique, extatique, comme par exemple pour saint Paul, pour sainte Thérèse d'Avila ou encore pour le maître hindou Ramana Maharshi. Le psychologue et philosophe américain William James, de la fin du XIXe siècle, a défini l'expérience mystique avec 4 critères qui, à mon avis, sont aussi des critères qui pourraient définir l'état extatique que présentent les personnes qui ont une épilepsie extatique. Donc les critères sont l'ineffabilité, parce qu'on ne peut pas exprimer par des paroles l'expérience, la qualité noétique, qui reflète un état de connaissance,
une entrée dans les profondeurs de la vérité, qui n'est pas affectée par un intellect discursif, c'est-à-dire par des raisonnements successifs. Et cette qualité noétique correspond à une illumination, une révélation. Troisième critère, c'est le caractère transitoire. C'est un état qui n'est jamais durable, qui ne peut pas être durable. Et la passivité, quatrième critère, c'est-à-dire que la volonté semble être en suspens. Jusqu'à il y a quelques années, on pensait que ces épilepsies extatiques étaient liées à une atteinte du lobe temporal, parce que certains patients avaient des lésions dans le lobe temporal ou avaient des anomalies électroencéphalographiques en regard de ce lobe en surface. Mais il faut savoir que parfois les premiers symptômes d'une crise ne sont pas liés à la région d'où part la décharge, mais à la propagation de la décharge dans une autre région, quand la région d'origine est silencieuse et n'amène pas à des symptômes. En l'occurrence, c'est certainement le cas chez certains patients qui ont une épilepsie extatique. Et j'ai cherché dans la littérature, il y a une dizaine d'années, quelle région pourrait expliquer le panel de symptômes, donc le bien-être physique, l'émotion positive, la conscience de soi augmentée. Et j'en suis arrivée à penser à l'insula, parce qu'elle a un rôle dans la perception des sensations internes du corps et possiblement dans la conscience de soi. Donc l'insula est une structure cérébrale profonde que vous voyez ici dans cette coupe sagittale. Donc c'est une coupe d'avant en arrière. La voici entourée en rouge. Et cette région corticale du cerveau reçoit dans sa partie postérieure, donc dans la partie arrière, toutes les informations qui proviennent de l'intérieur du corps, donc du cœur, de la respiration, de l'estomac, des intestins, de la vessie, des hormones. On parle d'interoception. Donc l'interoception, c'est la perception de l'état physiologique du corps. En plus, l'insula postérieure va recevoir aussi des informations qui viennent de l'extérieur, du monde extérieur, donc auditives, visuelles, olfactives ou autres, qui vont contextualiser les signaux internes qui viennent du corps. Et selon un neuroscientifique, Craig, qui est souvent cité aujourd'hui, il y aurait une représentation de ces signaux internes du corps, de l'arrière vers l'avant de l'insula, avec une intégration à des informations plus cognitives qui viennent d'autres régions cérébrales, jusqu'à une représentation ultime à l'avant de l'insula, dans la partie antérieure de l'insula, sous la forme d'émotions et de sentiments. Donc il semblerait que ces signaux internes du corps pourraient participer à la formation des émotions, en tout cas à la partie consciente des émotions, et possiblement être à la base aussi en partie de la conscience de soi. Alors, certains examens complémentaires ont permis d'étayer l'hypothèse de l'implication de l'insula dans le phénomène extatique chez des patients qui avaient une épilepsie extatique. En particulier, des examens de médecine nucléaire ont été réalisés chez des patients qui avaient un bilan pré-chirurgical de l'épilepsie, donc des patients qui avaient une épilepsie extatique qui était sévère, avec des convulsions en plus, et chez qui on a pensé à faire une opération. Et au cours de ce bilan, ils ont eu un examen qu'on appelle un SPECT, pour l'abréviation en anglais. C'est une tomographie par émission monophotonique, et c'est une injection d'un traceur radioactif par voie veineuse qui est faite pendant une crise et qui permet de voir le débit sanguin cérébral dans tout le cerveau. Et chez 2 patients avec épilepsie extatique, on a pu montrer qu'il y avait une augmentation très focale du débit sanguin pendant la crise extatique dans la partie supérieure de l'insula antérieure. Comme vous pouvez le voir ici, donc dans l'insula. Un argument plus fort pour l'implication de l'insula dans le phénomène extatique a été l'étude
d'une patiente marseillaise qui avait une épilepsie extatique et qui a bénéficié d'un bilan préchirurgical de son épilepsie parce que l'épilepsie était résistante au traitement médicamenteux antiépileptique. Donc, on fait ces bilans également à Genève, mais là, la première patiente qui a été étudiée avec une épilepsie extatique, c'était à Marseille. Elle a eu dans un premier temps un bilan de phase 1, donc de surface, où elle avait un électroencéphalogramme en continu pendant 2 semaines avec une vidéo et d'autres examens qui ont permis de définir quelles pouvaient être les régions impliquées dans son épilepsie. Et secondairement, on a fait un bilan qu'on appelle invasif avec des électrodes intracérébrales dont les localisations ont été choisies en fonction des résultats du premier bilan qui était fait en surface. Donc là, c'est une image avec toutes les électrodes, une douzaine d'électrodes qui ont été mises dans son cerveau. C'est les petits ronds bleus qui sont des électrodes orthogonales qui sont implantées par là. Il y a une électrode oblique que vous voyez en bleu ici. Et l'électrode qui est dans l'insula, c'est l'électrode ici OF. Alors, l'enregistrement électroencéphalographique chez cette patiente en intracérébral a permis d'enregistrer quelques crises spontanées. Et vous avez ici une page qui fait 20 secondes, avec là les électrodes dans la région temporale, et ici des électrodes dans la région insulaire. Et on peut voir que dans cette crise, ça commence dans la région temporale, mais au bout d'une seconde, ça vient se propager dans l'insula, et c'est à ce moment-là que le phénomène extatique se produit. Alors, chez cette patiente, on a réalisé à Marseille des stimulations pendant quelques secondes à une fréquence de 50 Hz et à une intensité de 1 mA sur cette électrode OF, sur les contacts 1 et 2 de cette électrode qui était dans l'insula. Et ça reproduit les auras extatiques qu'elle avait, alors que toutes les stimulations qui ont pu être faites dans les autres électrodes n'ont pas induit d'aura extatique. Donc ça, c'était un argument assez fort pour dire vraiment que l'insula joue un rôle majeur dans la survenue de ce phénomène extatique. Par la suite, ces auras induites ou reproduites par stimulation électrique de l'insula ont été observées chez plusieurs patients. Ici, vous avez les images avec les positions des électrodes chez 3 patients. Donc, vous pouvez voir que c'est toujours, bon, c'est pas très visible, mais toujours dans l'insula, dans la partie supérieure et antérieure de l'insula. Et ici, il y a un 4e patient chez lequel des auras extatiques ont été induites, alors que lui n'avait jamais eu d'aura extatique. Il avait une épilepsie temporale qui se manifestait autrement, par une sensation de peur. Et c'était assez intéressant de voir que même chez un patient qui n'avait jamais eu de phénomène extatique, par la stimulation de cette électrode, on a induit aussi un phénomène extatique. Alors, je passe aux hypothèses du mécanisme qui pourrait engendrer cet état. Il existe actuellement une théorie du fonctionnement du cerveau qui est largement acceptée et qui dit que le cerveau est une machine à prédiction. Donc le cerveau serait sans cesse en train d'anticiper par des prédictions les signaux qui vont arriver du monde extérieur ou de l'intérieur du corps. Ceci pour être capable de réagir plus vite et diminuer la consommation d'énergie de l'organisme. Donc il y a un intérêt à ce que le cerveau soit capable d'anticiper et de prédire toujours les causes du monde extérieur. Alors le cerveau va utiliser des prédictions qui seront possibles grâce à toutes les expériences passées. Dans chaque domaine, il utilise des prédictions et le signal entrant réel arrive et il va y avoir une comparaison dans le cerveau entre la prédiction et le signal entrant réel qui arrive. Et la différence entre les deux va donner naissance à une erreur de prédiction qui va permettre de mettre à jour la prochaine prédiction. Le but du cerveau est d'avoir les prédictions les plus proches possibles des véritables signaux qui vont entrer dans le cerveau.
Donc l'erreur de prédiction est vécue comme un conflit, une ambiguïté, une surprise que le cerveau cherche à éviter. Les prédictions sont faites dans toutes les couches des différentes régions du cerveau, dans tous les domaines, simultanément. Donc ça peut être dans le domaine visuel, auditif, olfactif, gustatif, et dans le domaine des sensations internes du corps. Et une supposition actuelle est que notre perception du monde extérieur et des sensations internes du corps dépend essentiellement des prédictions plutôt que des véritables entrées sensorielles. Donc, le cerveau serait une machine à prédiction probabilistique, multicouche. Et ici, vous avez un schéma très simplifié du message qui passe entre les différentes couches de la hiérarchie. Lorsqu'un signal sensoriel arrive dans le cerveau, dans les couches les plus basses, par exemple ici dans le cortex visuel primaire, donc au niveau d'un champ réceptif qui est petit, qui voit les détails, ce signal sensoriel va rencontrer une prédiction, par exemple la vision d'un nez, et dans le même temps, dans un cortex plus élevé, un cortex par exemple associatif, il va y avoir une autre prédiction qui est que ce nez fait partie d'un visage. Et dans le même temps encore, dans un cortex encore plus élevé, plus cognitif, il y aura la prédiction que ce visage est lié à la présence d'une personne. Donc, il va y avoir des déductions qui sont déterminées simultanément dans différentes couches de la hiérarchie et qui vont permettre de construire une représentation structurée du monde. Pour l'interoception, donc pour la perception des signaux internes du corps, ce codage a lieu dans l'insula. Donc l'insula est sans cesse en train de prédire le futur état physiologique du corps. Et quand le signal entrant réel arrive, il y a la comparaison entre sa prédiction et le véritable signal entrant et production d'une erreur de prédiction. Il est intéressant de considérer que la conscience de soi et les émotions conscientes ou les sentiments conscients semblent être plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le résultat de la succession des prédictions plutôt que le résultat de la succession des vraies entrées interoceptives. Alors, comment expliquer ou comment essayer d'expliquer le phénomène extatique que je vous ai décrit tout à l'heure ? Il y a une hypersynchronie, une hyperactivité dans l'insula au moment d'une décharge épileptique de l'épilepsie extatique. Et nous émettons l'hypothèse que cette hypersynchronie va empêcher l'insula d'atteindre le niveau de complexité et de différenciation nécessaire pour encoder les prédictions interoceptives et pour générer les erreurs de prédiction interoceptive. Donc cette décharge électrique va empêcher le fonctionnement de l'insula pour pouvoir faire ce processus d'encodage et de genèse d'erreurs de prédiction. Donc il n'y aura plus d'erreurs de prédiction interoceptive. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre les prédictions de l'état du corps et l'état réel du corps, comme si l'état du corps avait été prédit de manière parfaite. C'est quelque chose qui n'arrive pas habituellement. Et on peut imaginer qu'avec tout à coup un corps qui semble être prédit de manière parfaite, il y aura cette sensation de certitude et de foi parce qu'il n'y aura plus d'ambiguïté, plus de surprise au niveau du corps. Et donc le sentiment qui est décrit par les patients pendant le vécu de leur expérience de bien-être et de clarté peut être lié à cette absence d'erreur au niveau de leur ressenti de leur corps. Tout ce que nous vivons du monde extérieur est vécu à travers notre corps.
Et je voulais citer Francisco Varela, qui est un neuroscientifique d'origine chilienne, qui a beaucoup participé aux neurosciences cognitives et qui s'intéressait à la cognition incarnée, donc ce qui veut dire que notre esprit est inscrit dans le corps. Et Francisco Varela avait proposé la théorie de l'énaction, qui décrit l'engendrement réciproque du soi et du monde, dans le sens où notre soi dépend en permanence de l'environnement, du monde, et inversement, le monde qu'on crée dépend à chaque instant de nous, puisqu'on crée notre réalité. Donc c'est une interaction constante entre soi et l'environnement. Ceci pourrait expliquer que donc, l'absence de surprise dans l'état du corps peut amener à un sentiment d'absence de surprise dans le monde extérieur et à ce sentiment de certitude, d'évidence, et que tout fait sens, que ressentent les patients pendant leur crise épileptique extatique. Je voulais juste vous dire encore un mot sur des possibles expériences extatiques d'autres origines que d'origine épileptique. Il y a en particulier la possibilité d'avoir une telle expérience ou une expérience assez similaire chez des méditants experts au moment de la méditation, souvent lorsqu'ils font un body scan, donc quand ils se concentrent sur leur corps, ils peuvent décrire une telle expérience et parfois ils parlent de l'atteinte d'un état de perception directe ou de perception pure ou encore de réalité ultime. Et il est envisagé que chez ces méditants, il y a aussi probablement une absence d'erreur de prédiction interoceptive. Donc absence d'erreur de prédiction de l'état physiologique du corps. Probablement parce qu'avec leur pratique, ils sont capables de bloquer les prédictions ou alors de mettre un très haut degré d'incertitude sur les prédictions, et ce qui va faire qu'ils auront une entrée sensorielle qui ne sera pas filtrée par des prédictions ou par des anticipations, des croyances. Il peut y avoir aussi des personnes, tout un chacun, qui peuvent avoir une fois dans leur vie une expérience extatique. J'ai quelques amis qui m'ont dit « Ah mais ça m'est arrivé une fois dans ma vie » et c'était un épisode dont ils se rappelleront toujours. Il y a par exemple un écrivain français, Jean-Claude Bologne, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une mystique sans Dieu ». Il a dû écrire ce livre à 60 ans alors qu'il a vécu une fois cette expérience à 18 ans, mais ça l'a toujours intéressé et puis il en a écrit un livre. Et je pense que ça arrive plutôt dans un contexte de lâcher-prise total, et puis parfois peut-être dans des expériences esthétiques intenses où il y a aussi peut-être ce lâcher-prise. Il peut y avoir cet état de clarté mentale de manière très brève dans des moments qu'on appelle aha ou les moments eureka, où on a soudainement la réponse à une question qu'on se posait et dont on n'avait pas de réponse depuis un certain temps. Donc c'est une résolution soudaine d'une incertitude. Et ça m'a intéressée parce qu'un des patients qui avait une épilepsie extatique, un philosophe américain, me disait que son expérience était comme une succession de moments aha pour lui. Et une étude de moments aha qui a été faite chez des sujets et pendant les moments aha de résolution d'énigmes, ou je ne sais plus ce que c'était, en IRM fonctionnel, on a pu voir une activation dans l'insula antérieure. Enfin, certaines drogues, en particulier le MDMA ou ecstasy, ou encore la psilocybine, peuvent donner des états aussi de clarté mentale. Les sujets le décrivent, mais je pense qu'il y a une différence par rapport aux états extatiques qui sont très purs, parce que je pense que ces états de clarté mentale dans les drogues ont moins une attention ouverte à tout. Il y aura plus une attention focalisée sur une chose puis une autre. Et par ailleurs, dans les drogues, il peut y avoir des illusions et des hallucinations qu'on n'aura jamais chez les patients qui ont des expériences extatiques épileptiques. Voilà donc, par l'exemple de cette forme d'épilepsie,
vous avez pu voir que grâce à l'épilepsie, on peut étudier certaines fonctions cognitives ou certains états de conscience modifiés qui n'ont pas pu être investigués jusque-là. Pour l'expérience extatique, il semble s'agir plutôt d'une inhibition d'une fonction de l'insula. La réalité apparaît alors probablement sans filtre directement, puisqu'il n'y a plus toutes ces prédictions et anticipations. Dans le futur, il serait intéressant de chercher à comprendre pourquoi tous les sujets, tous les patients ne sont pas susceptibles à présenter cette expérience extatique. Les patients avec épilepsie de l'insula antérieure n'ont pas tous un phénomène extatique, ou les patients qu'on stimule dans le cadre de leur bilan pour essayer d'identifier la région dans laquelle l'épilepsie démarre, n'ont pas tous un phénomène extatique quand on stimule l'insula antérieure. Donc il serait intéressant d'essayer de comprendre s'ils ont des connexions différentes dans leur cerveau, peut-être entre l'insula et d'autres régions, qui fait que certains seront plus prédisposés à avoir ce genre d'expérience que d'autres, ou peut-être certains traits de personnalité qui fait qu'ils vont plus facilement avoir, lors d'une crise ou lors d'autres, ou spontanément, une expérience extatique. Enfin, il pourrait y avoir des implications thérapeutiques de ces découvertes. Vous savez peut-être qu'actuellement, on commence à utiliser des drogues psychédéliques pour des traitements ponctuels de certaines maladies psychiatriques, en particulier dans des dépressions sévères. Ça va être un des thèmes de la soirée de demain. Eh bien, si on a plus de compréhension de ces états épileptiques extatiques, une option sera peut-être aussi un jour de stimuler l'insula dans certaines maladies neuropsychiatriques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Fabienne Picard pour cette intéressante présentation. Donc maintenant, nous allons parler des mécanismes cérébraux de l'hypnose. Alors, quand on parle d'hypnose, on a souvent l'idée que l'individu sous hypnose n'a plus de volonté propre et se comporte comme un automate. Eh bien, nous verrons ce soir que, contrairement à cette idée reçue, l'hypnose n'est pas un état dans lequel la personne n'est plus maître d'elle-même, mais cet état reflète plutôt un changement dans le contrôle de l'attention et de l'inhibition. Et donc, ce sera Patrick Vuillemier qui va nous parler de ce sujet. Patrick Vuillemier est professeur ordinaire au département des neurosciences fondamentales de l'Université de Genève. Après une formation en neurologie clinique et en neuropsychologie, il a poursuivi ses recherches en neurosciences cognitives à l'Université de Californie à Davis, puis à l'University College London. Il a été le directeur du Neurocenter de l'Université de Genève de 2007 à 2017 et a cofondé le Brain and Behavior Laboratory en 2008. Je dois dire aussi que Patrick Vuillemier s'est souvent impliqué dans la réflexion et la programmation des sujets de la Semaine du cerveau, et je le remercie pour ça. Ses recherches actuelles portent sur les mécanismes neuronaux de la perception et de la mémoire et leur régulation par le contrôle attentionnel et les processus émotionnels, ceci dans le cerveau sain, mais aussi dans les maladies neurologiques et psychiatriques. Et je lui laisse la parole. Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai besoin d'un clavier. Voilà. Donc effectivement, je vais vous parler de quelque chose a priori différent, bien qu'on se rejoint avec Fabienne dans la conclusion générale que la réalité qu'on perçoit est une construction du cerveau, et qu'en fait, le cerveau non seulement prédit, mais sélectionne en fait l'information qui constitue notre expérience consciente, et l'hypnose est un de ces exemples. Alors, j'ai certainement pas le temps de faire un résumé de l'histoire de l'hypnose, puisqu'elle est très longue, et on retrouve des pratiques rituelles, par exemple, qu'on peut apparenter à l'hypnose, qui remontent aussi loin que l'Antiquité. Et très souvent, on a l'habitude de faire remonter l'histoire moderne de l'hypnose au XIXe siècle, avec en particulier Mesmer, qui pratiquait en fait une hypnose de spectacle
dans laquelle il induisait toutes sortes de comportements étranges, curieux, inhabituels, dans la bonne société, entre autres parisienne, et qu'il attribuait aux effets d'un fluide récemment découvert, le magnétisme, et il faisait l'hypothèse d'un fluide magnétique particulier d'origine animale qui pouvait concentrer dans une espèce de grosse batterie, le baquet de Mesmer, pour que ces sujets se connectaient et qui suscitait toutes sortes d'expériences. Et le terme d'hypnose vient en fait du baron d'Hénin de Cuvilliers qui ne croyait pas nécessairement à l'influence du magnétisme et imaginait ou interprétait ces comportements plutôt comme des comportements automatismes proches de ceux qu'on observe chez les somnambules, donc pendant le sommeil, dans un état de pseudo-somnolence, de rêve éveillé en quelque sorte, d'où le terme d'hypnose qui vient du terme sommeil en grec. Mais l'entrée de l'hypnose dans les applications médicales vient véritablement en fait, d'un chirurgien écossais qui, aux alentours de 1840, a observé en fait, des phénomènes d'hypnose et a eu l'idée d'exploiter ces phénomènes pour des interventions chirurgicales. Donc à une époque où il n'y avait pas encore de substance anesthésique, donc rien pour endormir ou supprimer la douleur. Et Braid a eu l'idée d'exploiter ces phénomènes pour pouvoir opérer plus facilement, avec moins de douleur et moins de mouvement de la part de ses patients. Et reprenant ces idées, il a invoqué l'idée que l'hypnose, d'une certaine manière, obtenait un sommeil nerveux qui lui permettait justement de faire ces interventions. Et un peu par la suite, Charcot a aussi développé des utilisations de l'hypnose pour reproduire des symptômes, notamment ceux qu'il observait chez des patients avec des phénomènes qu'à l'époque on appelait hystériques, et qui pensaient être des productions d'images mentales, de pensées qui venaient parasiter le fonctionnement normal du cerveau. Et Janet, à peu près à la même époque, a introduit pour la première fois le concept de dissociation, qui est un concept qu'on utilise encore de nos jours. Janet était un des premiers à essayer de comprendre le fonctionnement de l'inconscient, imaginer qu'un inconscient existait et a proposé la notion que des processus psychologiques qui normalement fonctionnent ensemble, parfois peuvent fonctionner de façon séparée, et notamment lors d'hypnose, et que ça pourrait être un des mécanismes explicatifs de l'hypnose. Alors actuellement, on vit avec la définition officielle qui nous vient de l'association américaine, forcément de psychologie, qui décrit en fait le phénomène d'hypnose sous cette forme, de façon assez descriptive, justement, comme étant une modification de la conscience, pour autant qu'on sache exactement ce qu'est la conscience, et qui, à quelque part, selon cette définition, a deux composantes. D'une part, une absorption de l'attention, une certaine focalisation du contenu de l'attention, associée à une réduction de la perception et donc de la conscience du monde environnant, qui induit des changements dans les perceptions, les émotions ou les pensées par le biais de suggestions, et donc toutes sortes de suggestions qu'on peut effectivement obtenir ou observer dans des conditions d'hypnose, soit globalement produire des phénomènes qui peuvent être des phénomènes psychiques, comme ou purement mentaux, comme des hallucinations, ou des phénomènes plus physiques, comme des mouvements, ou à l'inverse, bloquer les perceptions. On peut rendre des gens aveugles transitoirement, paralysés, ou au contraire provoquer des mouvements qui sont vécus comme étant, par exemple, involontaires. Donc il existe un grand nombre de techniques d'induction de cet état, et de suggestion et de contenu de suggestion. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. De la même manière qu'il existe un grand nombre d'écoles et de cadres théoriques pour expliquer ces phénomènes, ou de pratiques de l'hypnose, et je ne vais non plus pas trop entrer dans ces différentes caractéristiques. Alors très clairement, à l'heure actuelle, l'exploitation de l'hypnose, de ces techniques, a montré un certain nombre de bénéfices, où on peut altérer la perception, le comportement, les émotions des patients de façon bénéfique, sans médicaments, et ça a été plus que régulièrement démontré, notamment dans le domaine des douleurs, lors de chirurgie, lors en particulier de brûlures. Le centre des brûlés, le Suisse romande ou CHUV, utilise de façon courante
l'hypnose pour éviter de devoir surtraiter les patients avec des médicaments, donc chez le dentiste, l'accouchement. Il y a un grand nombre d'études faites notamment aussi à Genève et au CHUV qui montrent que clairement les patients qui bénéficient d'hypnose lors de certaines interventions chirurgicales vont avoir moins de douleurs post-opératoires, prendre moins de médicaments en quantité et moins longtemps. En plus, ça coûte moins cher. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'applications dans le traitement de l'anxiété, des phobies, des troubles de stress post-traumatique, plus un grand nombre d'utilisations dans le tabagisme, les dépendances, les troubles alimentaires, etc. Ce qui n'empêche pas justement de combiner, par exemple, typiquement en anesthésiologie, lors de certaines interventions chirurgicales, on peut combiner l'hypnose avec des petites doses, des plus petites doses d'anesthésie, ce qui permet d'obtenir en fait des bons résultats avec moins de médicaments. Alors si les effets en fait en clinique sont clairement établis pour les gens qui utilisent ces techniques, les mécanismes cérébraux, je vous dis d'emblée, restent finalement assez peu connus et on en est vraiment encore au stade des hypothèses. Et étonnamment, quand on considère l'efficacité que l'hypnose peut avoir, parce qu'on peut véritablement ouvrir des parties de certaines personnes pour soigner des plaies sans avoir à les anesthésier complètement. Donc il n'y a pas besoin de grandes preuves scientifiques pour montrer cette efficacité. On étudie encore vraiment très rarement les mécanismes en fait, de ces substances. Et je dois dire que même parmi certains collègues neuroscientifiques très disons de pointe, l'idée même que l'hypnose a des bases cérébrales reste parfois considérée comme un domaine loufoque. Et la recherche est vraiment en retard en fait, dans ce domaine par rapport à d'autres domaines. Alors qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a pu montrer dans ce domaine? Depuis une vingtaine d'années, il y a eu quand même un certain nombre d'études qui ont cherché à objectiver les phénomènes déclenchés par l'hypnose, la plupart du temps en regardant plutôt les effets des pratiques hypnotiques plutôt que les mécanismes. Un des domaines où l'hypnose est très utilisée et donc le plus étudié aussi, en particulier avec des techniques de neuroimagerie, c'est le domaine de la douleur. Et là, en fait, ça date déjà il y a un bon nombre d'années qu'un collègue canadien, Pierre Rainville, a effectué la première étude de neuroimagerie où on mesure l'activité cérébrale lors d'induction hypnotique. Et il a étudié en particulier, on regardait où dans le cerveau certaines régions montraient une activité qui allait varier. Lorsqu'on donnait une stimulation de chaleur thermique constante, mais on suggère à un sujet que cette stimulation était plus ou moins douloureuse. Et lorsqu'on donne une stimulation thermique d'une douleur fixe, mais qu'on augmente la sensation, ou plutôt qu'on réduit la sensation de douleur, comme on ferait en clinique, on observe une diminution assez sélective dans une région du cortex. Je vais essayer d'utiliser ça si j'arrive. Tac. Dans une région du cortex singulaire antérieur, qui est une région dont on sait qu'elle est associée à la perception affective de la douleur. Donc ce n'est pas la région qui va vous donner le degré de chaud, de froid, de piquant ou de brûlant, mais c'est la région qui est associée au sentiment désagréable de la douleur. Et donc cette région, sous hypnose, va montrer moins de réponse à une même stimulation lorsqu'elle est perçue comme étant moins douloureuse. À l'inverse, on peut donner une stimulation qui n'est pas douloureuse et suggérer qu'elle est douloureuse. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que cette région, cette fois, s'active comme si la stimulation était véritablement douloureuse. Et ça, c'est le genre d'observation qui a été répliqué un grand nombre de fois par toutes sortes de techniques. De façon un peu similaire et assez spectaculaire, déjà aussi longtemps, Stephen Kosslyn à Harvard a utilisé une technique où on peut suggérer aux gens qu'ils deviennent aveugles aux couleurs, ou alors on leur suggère qu'on ne montre que des images, comme des tableaux de Mondrian en noir et blanc. Et il a mesuré l'activité cérébrale dans une région du cortex visuel dont on sait qu'elle est spécialisée dans la perception des couleurs. Des patients qui ont des lésions dans cette région-là voient effectivement une partie de leur champ visuel en noir et blanc. Et ce qu'il observe, c'est que si on montre des images en couleur à des sujets sains et on suggère
que l'image qu'il voit que des photographies de noir et blanc, cette région ne s'active pas, alors que si on montre des images en noir et blanc et qu'on suggère que les sujets voient des couleurs vives, cette région des couleurs va s'activer. Et en nombre d'expériences ont été faites avec d'autres stimuli, comme par exemple avec des mots. Si on suggère qu'une série de mots sont dans une langue que vous ne connaissez pas, ou alors que ce sont des ensembles de caractères qui ne veulent rien dire, les aires du langage vont être désactivées, ne pas répondre, même pour des mots très, très automatiques, votre propre prénom, par exemple. Dans le domaine de la motricité, une étude aussi assez classique est celle de Sarah Blackmore à Londres, qui montrait que lors d'un test qu'on utilise très fréquemment dans l'induction d'hypnose, qui est celui que le bras s'élève spontanément comme attaché à une ficelle à un ballon, où les sujets, de toute évidence, bougent leurs bras, mais ont l'expérience que le bras bouge sans leur volonté. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les régions qui représentent la sensation de la position du bras vont s'activer, ici en bleu, comme lorsque en fait, quelqu'un prend vraiment le bras du sujet, alors que normalement, quand vous bougez les bras vous-même, cette région en fait, reçoit les informations des régions motrices, et puis du coup, les régions motrices disent à cette région du bras, ne t'inquiète pas, c'est moi je suis en train de bouger le bras, donc on n'a pas la sensation effectivement que le bras bouge, parce que c'est nous-mêmes qui le bougeons. Et donc, lorsque on induit cette sensation que le bras bouge sans la volonté, eh bien effectivement, cette région du cerveau code pour un déplacement du bras. Et dans notre groupe, on s'est intéressé aussi à des phénomènes liés à la motricité, où à l'inverse, là, on a induit des expériences de paralysie pour toutes sortes de raisons. Et je vais vous montrer une étude en particulier, parce que dans cette étude, on a essayé pas seulement de comparer le mouvement ou l'absence de mouvement, pouvoir bouger et ne pas pouvoir bouger, mais on a utilisé un paradigme tout petit peu plus compliqué, dans lequel on demandait d'abord au sujet, une fois en état normal, mais une fois sous hypnose, à se préparer à bouger une main ou l'autre lorsqu'on allait leur dire de bouger cette main. La manière dont on le faisait, c'est qu'on présentait d'abord une image en noir et blanc d'une main, droite ou gauche. À ce moment-là, le sujet devait se préparer à appuyer, à utiliser sa main droite ou gauche. Et après un petit moment, soit la main devient verte, le sujet appuie sur un bouton et bouge sa main, soit la main devient rouge, et puis à ce moment-là, le sujet ne doit pas appuyer. On lui demande que quand il voit la main verte, il doit appuyer le plus rapidement possible. Et donc, les sujets faisaient cette tâche, soit en état normal, dans un scanner IRM, soit faisaient cette tâche après avoir eu une induction que leur main gauche était paralysée. Ils allaient essayer de bouger, mais que leur main allait être très lourde, scotchée et rester comme de la pierre sur le boîtier de réponse. Ce qui nous permettait en fait de séparer la phase de préparation, d'intention d'un mouvement, de la phase d'exécution, et de tester en fait est-ce que effectivement les sujets n'ont plus de volonté, n'ont plus d'intention de bouger sous hypnose, ou est-ce qu'il y a en fait simplement une suppression, un contrôle volontaire, comme on pourrait le dire, et on avait testé ça aussi, en disant simplement vous ne bougez pas la main, quand je vous dis de bouger la main, vous ne bougez pas. Ce qui serait une instruction, mais ce n'est pas nécessairement de l'hypnose. Et ce qu'on observe lorsqu'on fait cette tâche, c'est que si on regarde, enfin si on teste tout le cerveau, mais on voit qu'il y a des régions qui sont dans ces régions du cortex moteur qui contrôlent les mouvements de la main, qui lorsqu'on demande au sujet de préparer un mouvement avec la main droite ou avec la main gauche, ces régions s'activent tout à fait normalement, à l'état normal bien sûr, mais aussi sous hypnose. C'est-à-dire que même si le sujet est dans un état d'hypnose, il est capable de reconnaître cette main droite, une main gauche, et puis de se préparer à bouger avec la bonne main. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'au moment où on lui dit avec l'indice vert, maintenant c'est le moment de bouger, et bien avec la main droite, il va bouger sa main, mais avec la main gauche, à ce moment-là, le cortex moteur ne s'active pas et le sujet, effectivement, ne bouge pas. Donc, en fait, il n'y a pas une perte d'intention du mouvement, puisque les sujets se préparent, la préparation est intacte, mais il n'y a effectivement pas une exécution de ce mouvement. Il y a deux régions du cerveau qui s'activaient dans ces conditions chez les sujets uniquement dans la condition d'hypnose et qui ne s'activent pas lorsqu'un sujet normal
c'est toujours des sujets normaux, mais lorsqu'un sujet fait cette tâche à l'état normal, c'est d'une part une région ici à l'arrière du cerveau, qui est dans le cortex pariétal médial, et qui a un drôle de nom, mais qui s'appelle le précuneus, puisqu'il est en avant du cuneus, qui lui-même est en avant du lobe occipital. Et cette région s'activait uniquement lorsque les sujets devaient se préparer ou exécuter un mouvement avec la main gauche. Et ne s'active pas autrement. Et une deuxième région, dans la partie à l'avant du cerveau, frontale droit, qui, elle, s'activait tout le temps sous hypnose, alors que cette région, comme en fait on sait qu'elle devrait le faire dans ce genre de tâches, à l'état normal s'active uniquement lorsque vous devez interrompre un mouvement qui est programmé. Donc à l'état normal, lorsque vous préparez un mouvement, et lorsqu'on vous dit « Ah, il faut annuler ce mouvement, ne pas faire le mouvement qui était prévu », cette région s'active. Alors que sous hypnose, cette région est tout le temps active, et donc l'absence de mouvement ne s'explique pas par une suppression volontaire, puisque que le sujet fasse un mouvement ou ne fasse pas, sous hypnose, cette région est activée. Alors, ces activations pariétales et ces activations frontales, en fait, étaient, pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu l'anatomie fonctionnelle du cerveau, c'est des régions intéressantes parce qu'elles font partie de réseaux cérébraux qui sont plus ou moins bien connus. En particulier, cette région du cortex frontal inférieur droit est considérée comme une région clé centrale, un hub, comme on dit, d'un réseau qu'on appelle le réseau du contrôle cognitif ou exécutif, qui est impliqué dans la focalisation et la sélection attentionnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se concentre sur quelque chose, comment est-ce qu'on traite l'information de façon spécifique et comment on résiste à la distraction. Et typiquement, cette région s'active fortement lorsqu'on doit supprimer plutôt des automatismes, c'est-à-dire dans une tâche où on doit presser des boutons et tout d'un coup on donne un signal stop, cette région justement s'active parce qu'elle doit changer le comportement. Et ici, comme je viens de vous dire, cette région semble être suractivée de façon permanente dans ce qu'on appellerait l'état hypnotique. À l'inverse, cette autre région plutôt à l'arrière du cerveau, dans le cortex pariétal médial qu'on appelle le précuneus, elle est une région centrale d'un autre réseau cérébral qu'on connaît plus ou moins, qui a été appelé le réseau du mode par défaut, parce qu'en fait, ça fait partie d'un réseau, c'est une région qui, de façon assez surprenante, est beaucoup plus activée lorsqu'on ne fait rien, apparemment rien, que lorsqu'on fait quelque chose. Donc c'est une région qui est très activée à l'état de repos. Et une raison qu'on invoque pour ça, c'est qu'en fait, c'est une région qui est impliquée dans la représentation de soi, un peu comme l'insula de Sartre, le ici maintenant de soi, mais aussi dans des tâches d'imagerie mentale, lorsqu'on doit récupérer des souvenirs en mémoire, récupérer de l'information non pas du monde extérieur, mais du monde intérieur, et qu'on se les représente de façon égocentrée. C'est-à-dire que typiquement, lorsque je vous demande une tâche en mémoire, vous imaginez comment vous vous souvenez d'une telle chose depuis tel endroit. Et ici, cette région était spécifiquement activée en lien avec la suggestion, puisqu'elle était en lien avec cette suggestion de paralysie de la main gauche. Et la dernière chose qu'on avait étudiée dans cette étude, c'est aussi de voir, c'est sûr, chaque région du cerveau fonctionne justement dans un réseau et communique avec d'autres régions. Et on a essayé de regarder quelles étaient les régions qui communiquaient différemment avec le système moteur, avec l'aire motrice, dans les différentes conditions. Et lorsqu'on regarde quelles sont les régions qui parlent le plus au cortex moteur dans une condition normale où le sujet bouge la main gauche, ce qu'on voit, c'est que le cortex moteur parle surtout avec le cortex prémoteur, qui est juste en avant du cortex moteur, et c'est une région qui s'appelle prémotrice, c'est-à-dire que c'est la région qui prépare les programmes moteurs, qui fait des plans moteurs, et ensuite le cortex moteur les exécute. Ça, c'est normal. Par contre, sous hypnose, et du reste, cette région se superposait aux régions qui étaient activées pendant la préparation. Par contre, sous hypnose, ce qu'on voit, c'est que le cortex moteur, en fait, ne parle plus au cortex prémoteur, il est comme déconnecté. Par contre, il est en train de parler avec une autre région qui se trouve être cette région pariétale médiale supérieure, qu'on appelle le précuneus, donc cette région qui est impliquée plutôt dans l'accès aux souvenirs et aux représentations qui viennent de l'intérieur du cerveau, et qui était justement activée seulement pendant l'hypnose. Donc c'est comme si, en fait, le système moteur n'est plus piloté par
le système prémoteur, mais devient piloté par une région qui normalement est impliquée dans la mémoire et dans des représentations en fait, d'imagerie mentale. Et c'est une configuration qui est intéressante quand on réfléchit, qui a des implications en fait par rapport aux différentes théories qui existent sur l'hypnose. Il existe des théories. Et il existe un certain nombre de théories qu'on appelle cognitives qui essaient justement d'interpréter les phénomènes hypnotiques en relation avec l'organisation, l'architecture des fonctions neuropsychologiques telles qu'on les connaît chez les patients, comme on les connaît dans un cerveau normal. Il y a un modèle classique, ancien, mais qui est sous sa forme simple, et celui de Norman Eschalis, suggère qu'en fait, il existe à quelque part dans le cerveau, et en fait, typiquement dans le cortex préfrontal, un système de supervision qui contrôle ce qui se passe dans le reste du cerveau, dans les systèmes qui font plus la routine, qui sont impliqués dans la perception, dans la programmation du mouvement, etc. Et donc l'idée, c'est que le cerveau reçoit des informations qui viennent du monde extérieur ou peut-être du monde intérieur. Ces informations déclenchent des routines de reconnaissance, des schémas d'action, et tout ça s'organise dans un module, dans ce modèle s'appelle le Contention Scheduling, et ça amène à une réponse. Et lorsqu'il y a une erreur, justement, lorsqu'il y a des comportements nouveaux à faire, où il faut sélectionner entre différentes possibilités, on a ce système de supervision qui est lié au contrôle de l'attention et qui va décider finalement quel est le programme qui est mis en jeu. Et donc, encore une fois, ce système de supervision est souvent associé aux fonctions frontales et assez souvent à quelque chose qui est propre à la conscience, alors que tout le reste qui se passe dans la machinerie, on va dire, les routines du cerveau, n'est pas forcément toujours conscient. Alors, différentes théories ont essayé de se baser sur ces concepts-là pour expliquer l'hypnose. Et un modèle classique est de dire, en fait, ce système de supervision est déconnecté des routines et des voies sensorimotrices habituelles, qui opèrent justement, selon le terme d'hypnose et la vision un peu somnambule de l'hypnose, qui opèrent sur un mode automatique. Je ne vais pas entrer sur les détails pourquoi ça peut être possible, quels sont les éléments qui sont pour ou contre, mais c'est une des théories. Une autre théorie se réfère plutôt à ce concept de dissociation et fait l'hypothèse en fait que ce système de supervision, d'une manière, pour une raison ou pour une autre, est scindé en deux, est dissocié en une partie qui contrôle encore les routines et puis une partie qui est déconnectée et qui justement donne ce sentiment au sujet d'être un peu l'observateur de son comportement, ce que Hilgard appelait le hidden observer. Ou alors la dissociation est au sein des routines, avec certaines routines qui sont accessibles et contrôlables par le système de supervision et d'autres qui ne le sont pas. Nos résultats, en fait, sont plutôt compatibles avec une troisième famille de théories, qui est celle de dire qu'en fait, ce système de supervision est suractivé et contrôle, plutôt qu'être déconnecté ou être dissocié, contrôle ces routines de façon exagérée, si vous voulez, ou accrue, puisque ce qu'on trouve, c'est en fait une augmentation de l'activité de ces régions préfrontales droites qui sont justement normalement impliquées dans l'inhibition de réponses habituelles. Je disais que lorsqu'on donne des réponses de façon habituelle et tout d'un coup on dit de faire autrement, c'est typiquement la région qui vient interrompre les routines. Et donc nos résultats suggèrent plutôt qu'en fait ce système est suractivé. Et en fait on sait que l'attention, contrôlée par ces régions préfrontales entre autres, a un rôle critique dans la création, la construction de notre expérience subjective. En fait, vous avez certainement tous l'impression que la perception, notre conscience du monde extérieur est immédiate, libre, naturelle, complète, qu'il n'y a pas de choses qui vous manquent dans la perception. Mais en fait, c'est une illusion que le cerveau construit en permanence parce que notre cerveau a des capacités de traitement limitées et doit choisir seconde après seconde ce qui est en fait le contenu de votre conscience. Et on peut montrer dans toutes sortes de paradigmes en recherche qu'en fait, on n'est conscient que d'une toute petite partie de l'information, même lorsqu'on a l'impression qu'on est conscient de tout. Et un des paradigmes, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle le change blindness, cécité au changement, que certains d'entre vous doivent connaître. C'est une image où à chaque flash, il y a une chose qui change sur l'image. Et beaucoup d'entre vous, je suis sûr, n'ont pas encore vu, même si l'image maintenant est là depuis quelque temps,
qu'est-ce qui change sur cette image. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez familier, assez potentiellement important, en fait, si vous êtes dans la situation d'être dans le trafic le matin. Donc c'est cette ligne blanche ici, qui change à chaque clignement. Et ça paraît évident, une fois qu'on la voit, bien sûr, on ne peut pas la manquer. Et par contre, il suffit de faire 2-3 petites choses sur l'image en même temps, et le cerveau est simplement bon à capter ce qui n'est pas habituel et là où notre attention va. Et en fait, le simple fait de rajouter ces petites choses qui, à aucun moment, viennent cacher la ligne, font que vous percevez en fait cette ligne. Et en fait, on a l'impression pourtant que l'image était entière et tout le long. Tout ça pour illustrer en fait que les mécanismes d'attention sont en fait critiques pour sélectionner seulement un échantillon de l'information et créer une expérience consciente à partir de ça. Il y a un autre exemple classique qui est celui-là, scène très romantique d'un couple qui est vraiment dans un moment très agréable, et quelque chose qui est totalement irrelevant, qui est la barre à l'arrière ici, va changer. Et là aussi, je pense que certains gens n'ont pas vu. Donc c'est des choses qui sont évidentes, qui prennent grande place sur l'image, mais en fait, on a l'illusion qu'on perçoit tout, on ne perçoit qu'une petite partie, et c'est ce que notre cerveau sélectionne. Donc l'idée, c'est que ce système de supervision vient sélectionner en fait une partie d'informations et filtrer en fait le traitement habituel de l'information, sensorielle ou motrice, que ça implique ces régions préfrontales à droite, et qu'en même temps, cet état attentionnel spécial de focalisation pourrait permettre, quelque part, l'arrivée en parasite d'informations qui viennent plutôt de l'intérieur, de la mémoire, de l'imaginaire, et qui possiblement viennent de cette région pariétale médiale, qui viennent en fait, pas constituer, mais remplacer l'information qui est filtrée par les processus attentionnels, et qui vont faire qu'au lieu d'un comportement normal, au lieu d'une perception normale, on induit une perception qui est en fait créée en partie par le cerveau lui-même. Et cette théorie et ces résultats qu'on a proposés il y a déjà quelques années convergent plus ou moins avec d'autres résultats, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a toujours nos collègues canadiens qui ont fait une méta-analyse, qu'on appelle une analyse de plusieurs études qui existent dans le domaine. Vous voyez, 18 études en presque 20 ans, c'est pas beaucoup. Et il y a une certaine hétérogénéité dans ces résultats, mais leur conclusion de ces différentes études, c'est que globalement, selon eux, il y a de façon assez reproductible 3 réseaux du cerveau qui semblent être affectés par les conditions d'hypnose. Un de ces réseaux, c'est le réseau justement de contrôle exécutif, qui est responsable de la concentration de l'attention sur quelle information votre cerveau sélectionne. L'autre qui est celui de ce réseau par défaut, qu'eux associent plutôt aux modifications de la perception de soi dans l'hypnose, mais qui est aussi impliqué, comme je vous disais, dans la création, la récupération d'informations en mémoire. Et puis un troisième réseau, selon leur analyse, qui a en fait dans la littérature le nom de réseau de la salience, qui implique justement l'insula, qui détecte effectivement les erreurs et les surprises, et qui est censé orchestrer la balance d'activité entre différents réseaux, et notamment entre ces réseaux exécutifs et de défaut. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est la question de différence individuelle. C'est classique quand vous proposez à un patient de faire de l'hypnose, le patient peut vous dire « Oh, alors moi, ça ne va pas marcher ». Et alors qu'en fait, tout le monde peut être hypnotisé, ça peut prendre plus ou moins de temps ou des techniques un peu différentes. Ceci dit, les gens sont un peu différents, pour toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de domaines. Il existe des échelles qui permettent de mesurer si quelqu'un est très susceptible. En général, on parle plutôt de susceptibilité à la suggestion. Et il y a des suggestions très faciles à provoquer, comme la sensation d'élévation du bras, et des sensations un peu plus compliquées, comme ne plus savoir écrire ou parler, ou ce genre de choses. Et les gens se distribuent, si on compte leur susceptibilité, de façon assez variée. Alors, une idée, en fait, qui se base sur ces théories qui font des liens entre les capacités attentionnelles dans la focalisation de l'hypnose et cette variabilité habituelle, c'est de dire que les sujets diffèrent dans leur capacité à résister à la distraction et à focaliser leur attention. Et comme souvent en science, on trouve des études qui montrent toutes sortes de résultats. Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de différence entre les gens qui sont hautement susceptibles et faiblement susceptibles. Il y a des théories qui montrent
au contraire que les hautement susceptibles sont meilleurs et d'autres à l'inverse. Donc forcément, on avait envie d'avoir notre propre avis. Et on a fait une étude, qui est une étude parmi les peu d'études qui existent, dans laquelle on a utilisé un test classique, ce qu'on appelle un test de Flanker. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée c'est que les gens doivent simplement dire quelle est la couleur qui est au centre de l'image. Est-ce que c'est une couleur chaude, rouge ou jaune, ou est-ce que c'est une couleur froide, verte ou bleue. Et on présente autour des distracteurs, parfois c'est des visages, parfois c'est pas des visages, peu importe, mais qui ont différentes couleurs. Et ça peut être la couleur qui est la même réponse que le stimulus au centre ou qui a une réponse différente. Donc quand c'est des réponses différentes, c'est un peu plus difficile, vous devez ignorer ce qu'il y a autour et vous concentrer sur ce qu'il y a au centre. Et c'est une tâche classique de filtrage attentionnel. Et on a mesuré comment des sujets faisaient cette tâche lorsqu'ils diffèrent dans leur susceptibilité. Et ce qu'on trouve, c'est que du point de vue comportemental, en fait, il n'y a pas de différence. C'est sûr que la condition avec les couleurs différentes est plus difficile, donc les temps de réaction sont plus longs, les réponses moins bonnes, mais les sujets hautement susceptibles et moins susceptibles ont les mêmes performances. Par contre, ils utilisent leur cerveau différemment. Les sujets qui sont hautement susceptibles activent beaucoup plus certaines régions qu'on appelle dans le réseau dorsal de l'attention, et en particulier le réseau singulaire, qui réagit typiquement aux surprises, alors que les sujets qui sont hautement susceptibles activent, encore une fois, ici, davantage cette région du cortex préfrontal droit, qui, elle, justement, est une région qui contrôle les réponses habituelles automatiques. Donc les sujets hautement hypnotisables ne sont pas meilleurs ou pires dans l'attention, ils sont simplement une autre stratégie, potentiellement, spontanément, disons, dans ce genre de tâches. Voilà, donc en résumé, ce que je voulais simplement vous dire sur les hypnoses, l'hypnose, c'est d'abord, on voit des changements dans le cerveau, c'est peut-être pas très surprenant pour ceux qui pratiquent l'hypnose. Et lorsqu'on suggère des changements de couleur, les régions de la couleur vont fonctionner différemment, on suggère des changements de la perception, des odeurs, de la douleur, on voit des changements dans les régions qui correspondent, la motricité, la même chose. Il ne s'agit certainement pas d'un état de somnambule ou d'inconscience partielle. Au contraire, les sujets semblent très concentrés, leur cerveau est très actif, certaines régions de son cerveau sont plutôt plus actives que moins. Et ça semble impliquer en particulier des régions qui sont centrales dans ce qu'on appelle le contrôle attentionnel ou exécutif, et d'autres régions intéressantes qui sont justement ces représentations plutôt internes, mnésiques, représentations de soi, accès à et qui pourraient potentiellement être plutôt en lien avec les suggestions, et donc un état, finalement, parce que ça rejoint certaines théories de l'hypnose qui considèrent qu'il faut un certain état pour permettre une efficacité des suggestions. Et donc, une certaine variabilité individuelle de l'hypnotisabilité qui est liée peut-être plutôt à des habitudes, à des stratégies que vraiment une performance différente. Donc, vous voyez que les connaissances progressent, mais un petit peu. On peut démontrer qu'il y a des bases cérébrales, faire des hypothèses sur la nature des processus qui sont enclenchés. Par contre, ce qu'on ignore encore vraiment pourquoi, c'est quel mécanisme, quel aspect de la procédure hypnotique sont responsables et sont capables d'engendrer ces modulations. Finalement, on sait le où, le quoi est modulé, mais on ne sait pas trop le comment, finalement. Une autre question, c'est quels sont les liens avec les autres états de conscience, la méditation, d'autres types de concentration. Aussi, mieux distinguer ces différents effets, parce qu'on tend à étudier des sujets qui sont hautement hypnotisables. Mais il y a donc à la fois les effets liés à l'induction de l'état hypnotique, les suggestions, le sujet lui-même, et puis, bien entendu, essayer d'améliorer les compréhensions, effectivement, dans le but d'optimaliser, en fait, l'application de cette méthode qui est finalement assez empirique, et d'essayer de trouver des méthodes qui permettraient d'améliorer l'efficacité pour des applications très particulières. Et j'aimerais surtout remercier tous les gens qui ont collaboré à ces études, et en particulier Alain Forster, qui était un anesthésiste au HUG pendant beaucoup d'années, qui était un expert en anesthésiologie à une époque où la direction de l'hôpital lui interdisait de faire de la publicité, qu'il pratiquait l'hypnose. Et il a néanmoins formé un grand nombre de cliniciens ici en Suisse, mais aussi ailleurs en Europe. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à nos deux intervenants. Donc maintenant, on va prendre une série de questions. Donc peut-être je laisse un peu les gens, ceux qui veulent partir, partir. Et puis, alors peut-être, avant de prendre les questions, moi je vais juste demander à nos deux intervenants, j'ai une question un peu très générale. Donc comme c'est une soirée sur les états de conscience modifiés, j'aimerais leur demander comment eux, ils définissent ce que c'est qu'un état de conscience modifié. Peut-être chacun à votre tour, votre propre définition. Alors, je répondrai qu'il faudrait d'abord définir qu'est-ce que la conscience, avant de savoir comment elle est Alors, on modifiée. peut définir la conscience. Si on veut. Et je pense une question subsidiaire, c'est est-ce qu'il y a un seul état de conscience normal, non? En fait, on pense probablement qu'en fait, il y a déjà plusieurs états de conscience normaux. Dans une analogie qu'on donne souvent par rapport à l'hypnose, c'est un état finalement assez normal lorsque quelqu'un est absorbé par une tâche, lors de la conduite d'une voiture ou dans certaines situations. On peut faire un certain nombre de choses automatiquement et répondre à l'environnement tout en étant aussi un petit peu ailleurs. Est-ce que c'est un état de conscience déjà modifié? Est-ce que c'est un état semi-hypnotique? Et la conscience est quelque chose qui est construit par le cerveau, qui est une certaine perception de la réalité, mais tu as vu que c'est pas... Chacun a la sienne, à quelque part, puisqu'on l'a construit, et qui est en général justement intégré, parce que les Anglais ont deux mots, on le awareness, ce qui dans la définition américaine justement est perturbant, et puis conscience. La conscience, c'est quand on intègre ces informations avec des représentations de soi, c'est-à-dire aussi le fait que je suis moi, ici, maintenant, et je suis le même qu'il y a quelques minutes. C'est aussi une capacité du cerveau, donc... La conscience en elle-même est déjà assez protéiforme, on va dire. Très bien. Moi, je n'ai pas de définition précise de l'état de conscience modifié. Je listerai peut-être les pathologies ou les situations dans lesquelles on dit qu'il y a un état de conscience modifié, donc la transe, l'hypnose, les drogues, mais il n'y a pas une définition précise sur qu'est-ce qu'on appelle un état de conscience modifié. D'accord. Juste pour dire, chez l'animal, par exemple, on se pose la question, est-ce qu'il y a certains animaux qui sont conscients ou pas? Et donc il y a toutes sortes de procédures pour voir si quelqu'un a une représentation de ce qu'il est en train de... Enfin, un organisme est en train d'avoir une espèce de représentation. Donc dans ces modèles de supervision, l'idée c'est qu'effectivement on a la capacité de comparer soit des prédictions, soit sa performance avec des attentes, et qu'il y a une espèce justement de méta-représentation qui serait là. Pas forcément le propre de l'homme, justement. D'accord. Ok, très bien. Donc, on va prendre les questions du public. Donc, alors, il y a là, une personne là-bas. Oui. Et après, une autre personne ici, si jamais. Bonsoir. J'ai une question pour Madame Picard. En quoi est-ce que les crises d'épilepsie nuisent à la santé? Pourquoi c'est considéré comme une pathologie si les gens ont l'expérience de bonheur et d'unicité avec l'univers? Merci. C'est juste parce que ça, pour ces patients, c'est le début de leur crise, mais très souvent, la crise se poursuit et ils peuvent avoir aussi des crises avec altération de contact, donc avec un risque d'accident, ou des crises convulsives. Donc malheureusement, ils n'ont pas que les auras extatiques, ils ont aussi des crises plus importantes associées qui les dérangent. Je crois que, mais je n'ai pas compris, vous vous demandez pourquoi les épilepsies sont dangereuses, c'est ça? C'est ça, de manière générale, en fait, les épilepsies, D'accord. pourquoi c'est un problème? Alors, d'une part, il y a le risque d'accident au moment des crises, un risque d'accident, de noyade, même au moment où on prend des bains ou au moment de la natation. Il y a aussi un risque de mort subite qui touche un patient sur 1000 par an. Donc l'épilepsie est dangereuse en elle-même et par les conséquences indirectes. Ok, alors une question ici, oui. J'ai deux questions à Madame Picard. D'abord, merci beaucoup pour votre conférence tellement claire, c'était magnifique. J'aimerais, dans le domaine de neurothéologie, vous connaissez sûrement les travaux de l'Institut de Bristol Institute et M. Stefan Persinger de Canada. Mettez votre micro devant la bouche, s'il vous plaît. Comment qu'ils parlent de neurothéologie, ils ont cherché ce qu'ils appellent point Dieu sur le cerveau, et en même temps,
ils ont défini en regardant par imagerie cérébrale quelle région du cerveau l'oxygénation s'éteint et quelle région devient plus active. Ça, c'est une chose par rapport à... Et ma deuxième question concerne l'activité chamanisme. Le chaman, comment est-ce qu'il fonctionne, le chamanisme, par rapport à conscience modifiée, s'il vous plaît? D'accord. Moi, je vais répondre à la première. Et mon collègue va répondre à la deuxième. Neurothéologie, je crois qu'il y a assez peu de littérature sur les neurosciences et Dieu. Moi, je peux juste donner mon point de vue de clinicienne avec la recherche que je fais à côté de mon travail à 100% clinique. Donc, je n'ai pas non plus la connaissance complète de la littérature des autres domaines. Mais je pense que ce qu'apporte l'épilepsie extatique, ça ne nous permet pas de dire s'il y a un Dieu ou s'il n'y a pas de Dieu. Ça nous permet de savoir qu'on a tous au fond de nous cette capacité d'avoir cette sensation d'union avec l'univers quand on enlève certaines fonctions. Donc on a en nous cette union avec l'univers qui, avec le temps, je pense, quand on devient, avec les expériences, on perd cette capacité, mais ça nous dit, par rapport à la religion, à la théologie, ça ne nous dit pas s'il y a un Dieu ou s'il n'y a pas de Dieu. Je ne sais pas si ça répond un tout petit peu à votre question, et je ne connais pas la littérature de la théologie. Alors pour le chamanisme, moi je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Par contre, effectivement, j'ai mentionné que bien avant Charcot, Mesmer, il y a un certain nombre de pratiques qui existaient dans le monde antique ou dans toutes sortes de civilisations qui existent encore, qui induisent ce qu'on appelle de façon très générale des transes ou des états de conscience particuliers qui sont parfois partagés. Certaines transes chamaniques sont pas... Donc vous savez, il va y avoir des tambours qui sont quelque chose qui entraîne le rythme non seulement de l'attention, mais aussi corporel, qui entraîne une focalisation effectivement des sensations sur certains aspects de la perception. C'est souvent accompagné de prises de substances qui ne sont pas nécessairement anodines. Et ça fait du bien à certaines personnes, dans certaines situations. C'est des pratiques, surtout quand elles sont inscrites dans un rituel et dans certaines cultures, font partie de ces cultures. Et il y a des gens qui s'intéressent à ça. Vous connaissez sûrement cette, je crois, anthropologue, ou je ne sais plus qui française, qui s'est découverte chamane elle-même en faisant un reportage. Voilà, Corinne Sanroy, qui, avec des collègues belges et parisiens, a créé toute une ligne de recherche sur les chamanismes et qui essaye justement d'utiliser ces techniques, pas seulement en termes de, justement, il faut utiliser tel médicament, et puis en fait, juste faire une application sur cell phone qui ferait les mêmes rythmes que les tambours, mais justement, je considère effectivement aussi tout le contexte culturel, le fait d'avoir une relation avec des gens, comme faisant partie de cet état de conscience. Et donc, il y a certaines recherches sérieuses. Alors après, quels sont les mécanismes cérébraux et les circuits spécifiques qui seraient impliqués? Je pense que c'est une question pour le futur, mais on a un certain nombre de mots et de catégories, trans, même déjà avec l'hypnose, il y en a plusieurs sortes, et la méditation, pleine conscience, ou le mantra, toutes sortes de choses. Il y a des aires de famille, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fait la spécificité de l'un et de l'autre, et c'est des choses à découvrir pour le futur, en fait. Très bien. Une question au milieu, là, oui. Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre conférence, enfin vos conférences. J'avais une question pour les crises dites non épileptiques psychogènes, pour savoir si vous aviez des notions justement de différence au niveau des IRM, parce que j'ai une patiente qui est atteinte de ces crises, qui a des crises tonico-cloniques avec perte de conscience, elle tombe dans les pommes avec vraiment des blessures récurrentes. Et voilà, je me posais la question s'il y avait des pistes. Tout à fait une étude dans la conversion.
Alors, c'est un vaste sujet parce qu'effectivement, il y a des liens entre ce genre de troubles. Alors, ce qu'on appelle crise psychogène, c'est des crises épileptiques, en particulier convulsives, chez des patients qui n'ont pas de diagnostic neurologique de la part de Fabienne. Crise non épileptique, donc, psychogène qui ressemble à des crises épileptiques. Voilà, il n'y a pas forcément de décharge électrique visible et pathologique. Maintenant, pourquoi certains patients développent ces phénomènes? Charcot lui-même a étudié ces phénomènes en pensant justement qu'il y a un certain nombre de symptômes et de comportements qui peuvent être déclenchés par des autosuggestions ou par des comportements appris qui sont déclenchés dans des situations potentiellement de stress ou de façon pas forcément consciente. Et effectivement, on observe des patients qui ont des crises, comme on observe des patients qui ont des tremblements ou des spasmes qu'on appelle psychogènes et qui sont en fait des réactions motrices déclenchées par certaines situations. On ne comprend pas tous les mécanismes. Mais par contre, on peut observer des changements d'activité cérébrale qui correspondent en fait. Alors c'est sûr que les patients qui ont des crises épileptiques ne tiennent pas très bien dans une IRM, donc il n'y a pas d'études pendant ces convulsions psychogènes. Par contre, il y a des études qui ont été faites chez des sujets qui ont ces symptômes, chez qui on peut montrer qu'il y a une certaine différence dans des réactions de stress, dans le sentiment de perte de contrôle ou pas de perte de contrôle. Et ça peut être relié ou pas à des antécédents de traumatismes divers et variés où les personnes ont vécu des situations particulières. Donc c'est un vaste sujet où le cerveau crée à quelque part là aussi un mouvement ou crée une expérience, mais peut-être pas forcément due à la suggestion d'un hypnotiste, mais due à des souvenirs traumatisants par exemple. Très bien. Alors, question, oui, là-bas, et puis il y a beaucoup de questions là, ici aussi. Alors, d'abord, monsieur, oui. Alors, peut-être un mot sur auto-hypnose, s'il vous plaît. Alors, à quelque part, c'est toujours de l'auto-hypnose, dans la mesure où un cerveau s'hypnotise lui-même, et la première fois, ou en général, avec l'aide ou les instructions d'un hypnotiseur. Maintenant, dans les applications thérapeutiques, très souvent, on apprend à un patient de se retrouver cet état et avec une certaine pratique, les gens arrivent tout à fait bien à se remettre dans certains états, utiliser. Alors bien sûr, on ne va pas forcément entraîner quelqu'un à se sentir paralysé ou à ne plus savoir voir en couleur, mais par exemple dans la gestion des émotions, certaines phobies, le tabagisme, c'est des choses qui sont tout à fait utilisées. Et par exemple, mon propre intérêt pour l'hypnose vient de mon expérience en médecine avec Alain Forster, anesthésiste, où on avait des patients chez qui il faut aller opérer des plaies assez profondes tous les jours, et on ne peut pas leur donner des doses de médicaments tous les jours. Donc on leur apprend l'hypnose. Et c'est des patients, on leur dit à 9h, il y a la visite des médecins qui vont venir changer les plaies. Allez, il faut vite vous hypnotiser, vite. Et les patients s'hypnotisent et tout d'un coup sont dans un monde ailleurs et on peut aller ouvrir les plaies. Donc le cerveau apprend à se mettre dans cet état. Très bien. Alors, monsieur là-bas d'abord, oui. Après ce sera vous. D'abord ici. Oui. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Une qui est en lien avec la première question et donc qui demande une précision. Est-ce que Dostoïevski souffrait simplement du côté bénéfique de l'épilepsie ou est-ce qu'il en avait aussi les côtés négatifs? Donc ça c'est la question 1. J'enchaîne avec la 2. Donc vous dites que dans l'épilepsie, l'insula n'est plus fonctionnelle. Mais je ne vois pas pourquoi ça créerait un état extatique et non pas rien, du vide, de l'absence. C'est-à-dire que je ne vois pas le rapport immédiat entre l'absence de conscience de soi et puis un état extatique. Pour la première question, Dostoïevski en souffrait. Il notait ses crises dans un agenda et il disait qu'il écrivait qu'après une crise, il mettait 3 jours, 4 jours à récupérer son état par la fatigue, et souvent par des douleurs aussi musculaires. Donc il avait des conséquences négatives aussi. Sur le plan émotionnel, c'était positif, mais les grosses crises étaient très gênantes pour lui.
Et concernant la deuxième question, je pense que c'est une pseudo-prédiction parfaite de l'état interne du corps. Donc, c'est comme si tous les signaux qui entrent du corps sont vécus comme s'ils étaient parfaitement prédits. Donc, ça ne donne pas une absence de conscience de soi, ça donne quelque chose qui a plus de surprise et qui a plus d'ambiguïté, mais qui n'est pas un vide. Disons que c'est une hypothèse, hein, il n'y a pas encore de vraies preuves de cette hypothèse, mais je pense que ça. J'ai plusieurs collègues dans d'autres équipes qui pensent que c'est une hypothèse qui paraît assez à considérer. Très bien. Monsieur Elaoui. Oui, bonsoir. Je voulais poser la question, quelle est la définition que vous donnez à la profondeur d'une transe? Quels sont les niveaux de profondeur et leur utilité finale? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça et quel est leur but précisément? Alors, très honnêtement, ce n'est pas une question à laquelle je peux vraiment très répondre. Je pense qu'on peut mesurer quand vous parlez de transe, vous pensez de la transe, la phase uniquement d'induction pure dans l'état hypnotique. Suggestion, induction. Alors, les hypnothérapeutes, et on en discutait un petit peu avant, ont l'habitude parfois de demander, ou c'est des choses qu'on peut faire par exemple dans la recherche, c'est dire à un sujet, maintenant entre 0 et 10, à combien surtout quand les sujets ont déjà eu cette expérience pendant un petit moment ou plusieurs fois, on peut leur dire à quel degré vous vous sentez là maintenant dans cet état de relaxation, d'absorption entre 0 et 10. Les gens vous diront un chiffre. Maintenant, à quoi ça correspond exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que ça doit effectivement dépendre à quel point est-ce que quelqu'un est effectivement absorbé par ces sensations qu'ils ont à ce moment-là, dans cet état-là. Ok, alors, une question ici, et puis, oui, monsieur. Bonsoir, merci pour votre conférence, c'était vraiment très chouette, très intéressant. Ma question est à Madame Picard. Vous avez parlé d'induire l'état, ou les crises extatiques, comme vous les décriviez, ou l'état mystique chez les épileptiques avec cette électrode. Est-ce que c'est possible, d'une part, pour le commun des mortels, donc les personnes qui ne sont pas susceptibles à l'épilepsie, et si c'est le cas, est-ce que vous conceviez un peu un scénario style meilleur des mondes où vous prescririez ça pour Monsieur Tout-le-Monde comme le soma de Huxley? Si un jour c'était utilisé pour remplacer des drogues psychédéliques, pour amener les gens dans un état de sérénité ponctuellement pour qu'ils soient mieux après, ça serait des stimulations, je l'espère, transcrâniennes, des stimulations magnétiques qui permettraient d'agir sur l'insula. Là, ça se fait actuellement chez les patients, c'est vraiment dans des protocoles standards de stimulation qu'on fait pendant leur évaluation préchirurgicale. Et un des patients n'avait pas d'épilepsie extatique, donc ça me fait penser que je pense que c'est possible de l'induire chez des personnes qui n'ont pas d'épilepsie. Le fait d'avoir eu une fois cet état chez un patient qui n'avait pas d'épilepsie avec ce type de symptômes me fait penser qu'on pourrait probablement l'avoir, parce que je pense que sa région n'était pas propice à provoquer un phénomène extatique. Mais je ne sais pas dans quel pourcentage de cas on aurait ce type d'expérience. Et puis, c'est vrai que ça modifierait certainement la personnalité des gens, mais tout comme peut-être des expériences avec des drogues psychédéliques. Très bien, on va prendre encore 2 questions. Alors peut-être monsieur là et madame ici. Alors d'abord monsieur, puis madame là. L'épilepsie extatique, les mécanismes que vous avez décrits et les phénomènes décrits par les gens qui les vivent m'ont fait penser à des situations relatées par beaucoup de gens proches de la mort cérébrale, donc les phénomènes de NRE, de Near-Death Experience. Est-ce qu'au fond, quand on regarde les explications que vous donnez, est-ce que sur les mécanismes, est-ce que ça pourrait pas être
un début d'explication aussi pour ces phénomènes-là de NDE. On me pose souvent la question et effectivement il y a un certain lien puisque dans ces expériences de mort imminente il y a une euphorie, une joie, une sérénité, mais quelques caractéristiques sont différentes. Ils ont généralement la vision d'un tunnel, un tunnel de lumière dans ces expériences de mort imminente qui n'existe pas dans les états extatiques. Et dans 20% des cas, ils ont une impression de sortie du corps, ce qui est presque à l'opposé de cette conscience de soi élargie où on englobe le tout. Donc il y a quand même des différences. Mais dans les mécanismes, je n'ai pas parlé de tout, mais on a montré qu'il y avait une augmentation de connectivité entre l'insula et d'autres régions. Et dans ces expériences de mort imminente, il y a des pistes qui nous font penser qu'il y a aussi une augmentation d'activation assez diffuse dans le cerveau. Ça a été montré chez l'animal. Donc, il y a peut-être un mécanisme un peu similaire, mais il y a des différences cliniques quand même, de symptômes quand même. Ok, dernière question, madame. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, sous traitement, lors de dépression sévère, les traitements sous électroconvulsivothérapie, donc là, il y a des crises d'épilepsie qui sont provoquées. Et est-ce que c'est des crises d'épilepsie extatiques ou qu'est-ce que c'est? Les traitements de sismothérapie, dans les traitements de sismothérapie pour les dépressions sévères, donc les électrochocs, on provoque des crises convulsives, donc des crises tonico-cloniques généralisées, les grosses crises. Et effectivement, ça se pratique encore dans certains centres, donc il y a un bénéfice sur les dépressions. J'ai eu quelques patients qui me disent qu'après leur crise d'épilepsie généralisée, ils ont l'impression d'avoir une espèce de reset, de mise à jour émotionnelle. Certains patients disent qu'ils se sentent mieux après une grosse crise d'épilepsie. Je ne sais pas si c'était votre question. La question, c'était où on est vraiment la recherche, parce que donc à Genève, c'est interdit, dans le canton de Vaud, ils la pratiquent. Ouais. Et pourquoi c'est interdit à certains endroits? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que le lien m'intéressait surtout par rapport à cet effet sur l'humeur après ces crises convulsives induites. Et j'ai retrouvé quelque chose de similaire décrit par certains patients. Mais la stimulation, elle est à quelle fréquence? C'est parce que vous avez parlé, quand c'est extatique, c'est à, je ne sais plus exactement, 50 Hz, 1 milliampère. Et quand dans les traitements de dépression, moi, je ne connais pas la méthodologie. Je pense que c'est des stimulations très différentes, puisque ça va stimuler tout le cerveau. Ok, merci beaucoup. Merci à nos deux intervenants. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Merci.